Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, le dernier avant l'été, l'été qui commence déjà puisqu'il fait très chaud aujourd'hui. Mais on est là quand même avec nos petits brumisateurs. N'oubliez pas de vous hydrater. Et on est sur cette troisième session sur la douleur. Et je vais passer la main à Clémence qui va nous présenter nos intervenants et puis vous réexpliquer peut-être avec Olivier aussi la façon de procéder, les règles d'organisation de cette session. Bonjour, je suis Clémence de Maison, coordinatrice paramédicale de l'UTEP et également des programmes d'éducation thérapeutique de rhumatologie. Donc, je vous rappelle le live Vigo TV aujourd'hui, la thématique gestion des douleurs, partie 3. Nous avons abordé précédemment, dans les précédents lives, la partie 1 avec un médecin et une infirmière. Le replay est disponible sur notre site web. Et la partie 2 était avec les coordinateurs de les rééducateurs de notre service kiné ergothérapeute, ainsi qu'une patiente partenaire qui nous a parlé des médecines complémentaires. Aujourd'hui, une partie 3 avec une psychologue qui se présentera juste après. Nous aborderons les conséquences psychopathologiques des douleurs chroniques et les psychothérapies adaptées. Quelles sont les missions du psychologue à l'hôpital et ou consulter à l'extérieur, et puis vers quel ouvrage se tourner pour aller plus loin. En seconde partie de live, le docteur Aline Frazier nous parlera de l'actualité scientifique concernant le Covid et les rhumatismes inflammatoires, ainsi que du référendum d'initiative partagée sur l'hôpital public. Et donc, je suis accompagnée de Sophie et Olivier. Olivier, je te laisse parler. Merci Clémence. Olivier Perc, coordinateur d'éducation thérapeutique également. Aujourd'hui, et puis comme vous en avez l'habitude pour certains, certaines, je vais gérer les questions au niveau du chat. Donc n'hésitez pas au cours de la présentation à poser vos questions par écrit, par le biais du petit icône discussion qui se trouve en bas de votre écran. Et je récolterai les informations de manière à poser les questions à notre invité ou à Aline en fonction du moment où vous les poserez. Et puis, je laisse Sophie se présenter également. Merci Olivier. Donc moi, je suis Sophie Kayla, je suis la patiente partenaire de cette charmante équipe. Voilà. Et je laisse la main à Marie-Laure. C'est à toi. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Strub, je suis psychologue clinicienne. J'ai une spécialisation en psychologie cognitive et en neuropsychologie. J'exerce en tant que psychologue hospitalière depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant et à l'hôpital Lariboisière depuis 1 an et demi. Et je suis en service de médecine interne et médecine infectieuse. Voilà, donc je remercie l'équipe de l'éducation thérapeutique de m'avoir sollicité pour faire cette petite présentation ce soir et répondre à vos questions. Voilà. Donc, Marie-Laure va nous présenter un diaporama pour répondre aux questions que vous avez précédemment envoyées par email. Et puis, pendant 15 minutes, elle répondra à toutes vos questions que vous posez en direct sur le Messenger discussion en bas de votre écran. Aline, quelque chose à rajouter ? Non, je suis pressée d'apprendre plein de choses comme vous tous. C'est ça qui est génial avec ces lives, c'est que moi aussi j'apprends des choses au passage de Marie-Laure et on aura peut-être des questions après. Si c'est bon pour vous. On te passe la main. C'est bon, super. Alors, merci beaucoup. Je vais du coup lancer l'écran. D'accord. Donc, alors, mon petit plan de présentation. Donc, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'un psychologue et notamment les différences entre les différents psys. Parce que souvent, on dit psy plus communément, mais sous l'étiquette psy, il peut y avoir différents professionnels. Quelles sont les missions du psychologue hospitalier ? Alors, je vais surtout vous donner les missions auprès des patients. Je ne vais pas trop m'attarder sur le rôle auprès des soignants, les conséquences psychopathologiques de la douleur chronique, une brève présentation des psychothérapies individuelles de la douleur chronique que je n'aurai pas le temps de développer. Je vais un peu plus développer
ce soir les thérapies cognitives et comportementales et les thérapies d'acceptation et d'engagement, les thérapies de couple, les thérapies familiales, qui et où consulter. Et je vous donnerai 2 ouvrages à destination du grand public qui me paraissent intéressants. Alors, qu'est-ce qu'un psychologue? Un psychologue, c'est un professionnel qui est titulaire d'un diplôme ou d'un titre qui sanctionne une formation universitaire. Donc, un psychologue a généralement un DESS ou un master, donc un niveau Bac+5. Tous les psychologues sont enregistrés sur un registre ADELI. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que quand vous consultez un psychologue, vous devez pouvoir retrouver son enregistrement au répertoire ADELI auprès de l'Agence régionale de la santé. Le psychologue ne peut pas prescrire de médicaments, on n'est pas habilité à le faire, on n'a pas de formation en pharmacologie. Il n'est pas remboursé par la sécurité sociale, du moins pour le moment, puisque c'est actuellement en pourparlers. Les psychologues ont également différents champs disciplinaires. Donc, tout à l'heure, quand je me suis présentée, si vous avez été attentif, je vous ai dit que moi, j'étais spécialisée en psychologie cognitive et neuropsychologie. D'autres psychologues peuvent être spécialisés en psychopathologie, en psychogérontologie, en criminologie, en psychologie sociale. Il y a de très nombreuses spécialités en psychologie du développement. On intervient auprès de différents publics, donc généralement plutôt soit auprès des enfants adolescents, soit plutôt auprès des adultes. Moi, j'ai pour l'habitude d'intervenir auprès des adultes. On peut exercer dans différents lieux, que ce soit à l'hôpital, en institution, dans des associations, en cabinet privé. Et en fonction des endroits où on a travaillé, généralement, on est amené à se spécialiser de plus en plus avec nos expériences. Par exemple, moi, je me suis longtemps spécialisée dans les pathologies neurodégénératives. Et maintenant, du fait de mon activité en médecine interne, je m'intéresse davantage aux maladies chroniques et aux douleurs chroniques. Alors, la différence avec un psychiatre. Donc souvent, on peut confondre un psychologue avec un psychiatre. On peut m'appeler docteur. Oui, je n'ai pas précisé. Certains psychologues peuvent être effectivement des docteurs parce qu'ils ont un niveau de doctorat. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait médecine pour autant. C'est juste qu'ils ont fait 8 années d'études en psychologie et qu'ils ont passé une thèse. Donc, le psychiatre, lui, c'est un médecin qui a suivi le cursus des études médicales, donc qui a fait déjà 6 années de médecine et qui ensuite s'est spécialisé pendant 4 ans et qui a obtenu un diplôme d'études spécialisées en psychiatrie. Le psychiatre est habilité à prescrire des ordonnances. Il peut vous prescrire un traitement, antidépresseur, anxiolytique, etc. Et il est remboursé par la sécurité sociale. Donc ça, c'est pour le psychiatre. Ensuite, vous pouvez également entendre parler des psychanalystes. Alors, les psychanalystes, là, c'est un petit peu différent puisque cette profession n'est pas réglementée et le titre de psychanalyste n'est pas protégé. Techniquement, ça veut dire que n'importe qui peut poser sa plaque en disant qu'il est psychanalyste. Techniquement, ça ne veut pas dire qu'en pratique, ça se fait, mais c'est possible. Les psychanalystes, souvent, font une analyse personnelle qui est plutôt longue, généralement, qui dure plusieurs années, 8-10 ans. À côté de ça, ils reçoivent une formation, que ce soit via la société de psychanalyse ou une école psychanalytique. Lorsqu'ils commencent à avoir des patients, ils font des analyses de contrôle, c'est-à-dire qu'ils sont supervisés par un autre analyste confirmé ou un groupe d'analystes. Et généralement, les psychanalystes possèdent quand même fréquemment une formation universitaire solide en psychologie ou en médecine. La plupart du temps, psychiatres, soit des psychologues. Et le dernier psy, c'est le psychothérapeute. Alors, le psychothérapeute, pour le coup, là, l'usage du titre de psychothérapeute est réglementé par la loi. Ce n'était pas le cas auparavant, mais maintenant, c'est le cas. Un psychothérapeute doit obligatoirement être inscrit au registre national des psychothérapeutes. Cette inscription, elle est subordonnée à la validation obligatoire d'une formation en psychopathologie clinique qui comprend à la fois une formation théorique de 400 heures et un stage de 5 mois.
Et maintenant, parce que ça n'a pas toujours été le cas, l'accès au titre de psychothérapeute est uniquement possible aux titulaires d'un doctorat en médecine ou d'un master, donc Bac+5, mention psychologie ou psychanalyse. Voilà, donc n'importe qui ne peut pas être psychothérapeute. C'est une profession qui est réglementée et protégée, un titre qui est protégé. Voilà pour les différents psys. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je m'arrête si je continue. Non ? Je pense que tu peux continuer. D'accord. Alors, le psychologue hospitalier. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les psychologues ne travaillent pas à l'hôpital. Moi, c'est mon cas. J'ai fait le choix de travailler à l'hôpital par conviction. Le psychologue hospitalier est ce qu'on appelle un psychologue clinicien. C'est ce que je vous ai dit au début. Je suis clinicienne spécialisée en neuropsychologie. Donc, la psychologie clinique, ça vient du grec kliné, qui signifie le lit. Donc, concrètement, ça signifie que ce sont des psychologues qui vont au chevet des patients pour les écouter. On peut intervenir dans différents services. Donc, il y a des psychologues dans les services de psychiatrie, mais également dans les services de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, de rééducation, de soins longue durée. Et on peut être amené à suivre des patients qui présentent des pathologies très variées dans différents services, que ce soit en pédiatrie, en gériatrie, en addictologie, en cancérologie, etc. Alors, les missions du psychologue hospitalier, elles sont multiples. Déjà, on réalise ce qu'on appelle des évaluations psychopathologiques. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va voir un patient, par exemple, si un médecin nous demande Marie-Laure, est-ce que tu penses que ce patient est dépressif ? On va aller voir le patient et au cours de l'entretien, poser certaines questions qui vont nous permettre de répertorier des critères diagnostiques qui nous permettent de dire si un patient est déprimé ou non. Donc ça, tout ça, c'est basé sur le DSM-5, qui est un livre en fait, qui répertorie toutes les pathologies mentales. On fait également des évaluations psychologiques. Donc là, on ne se focalise pas uniquement sur la pathologie. Ce sont généralement des entretiens qui sont moins directifs, plus ouverts, où on est beaucoup plus à l'écoute du patient. Et on essaie en fait de comprendre le fonctionnement du patient dans sa globalité, en fonction de ses antécédents, des événements de sa vie, de tout ce qui l'entoure, de sa famille, de tout ça. Donc c'est une approche beaucoup plus globale. Donc généralement, tout ça se fait via des entretiens cliniques qui sont plus ou moins directifs. Donc, on peut être amené à poser des questions très précises, très fermées, ou au contraire, laisser le patient totalement s'exprimer. Et parfois, on peut être amené à utiliser des tests de personnalité, des tests projectifs. Donc, vous savez, les tests projectifs, ce sont des tests avec des taches d'encre, des tests neuropsychologiques pour évaluer le fonctionnement de la mémoire, du langage chez les patients qui peuvent présenter des plaintes. Ça peut être le cas d'ailleurs chez les patients douloureux chroniques. Parfois, il y a souvent des plaintes d'attention et de mémoire. On fait bien sûr du soutien psychologique. On écoute les patients de manière bienveillante, empathique, on prend le temps, on respecte, on ne juge pas. Et parfois, si on est formé pour, on peut proposer des psychothérapies individuelles ou de groupe, soit d'orientation psychanalytique, des TCC, etc. Ce qui n'est pas moi mon cas parce que je ne suis pas psychothérapeute, mais c'est le cas d'autres collègues. Et ensuite, on peut également orienter les patients vers nos homologues, vers un psychiatre si on estime que c'est nécessaire, ou vers des structures ou des collègues en libéral. Alors, en ce qui concerne les conséquences psychopathologiques des douleurs chroniques, une des premières conséquences qui est très fréquente chez les patients qui présentent des douleurs chroniques, ce sont les symptômes dépressifs. Alors, on ne va pas forcément parler de dépression caractérisée. Il n'y a pas toujours un épisode dépressif caractérisé, mais au moins des symptômes dépressifs qui, selon les études et les échantillons, se retrouvent entre 13, la prévalence est située entre 13 et 85% des patients qui présentent des douleurs chroniques. Les auteurs qui ont mené des études se sont rendus compte que dans 37% des cas, les troubles de l'humeur étaient même présents avant l'apparition de la douleur.
et pas forcément uniquement après. Donc, du coup, il existe 3 hypothèses concernant les liens existants entre les douleurs chroniques et la dépression. La première hypothèse, c'est que la dépression, c'est une conséquence d'un vécu douloureux chronique invalidant. C'est-à-dire que la douleur est un facteur de risque de décompensation psychique, un facteur de risque de développer une dépression. La deuxième hypothèse, c'est que la douleur peut être l'expression d'un vécu dépressif, que ce soit conscient ou non. Alors, je vais vous expliquer. Parfois, on entend parler de dépression masquée. Il faut savoir que chez les patients, la dépression, les deux critères cliniques principaux, c'est la tristesse de l'humeur et ce qu'on appelle l'anédonie, c'est-à-dire ne plus avoir envie de rien faire. J'ai plus goût à rien, j'ai plus envie de rien faire. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus envie de rien qu'on est forcément dépressif, hein. Mais en tout cas, c'est un des critères centraux. Et dans la dépression masquée, c'est différent. C'est une dépression qui ne va pas s'exprimer par de la tristesse ou de l'anédonie, mais au contraire par des douleurs multiples, un petit peu localisées un peu partout, sans forcément que le patient est conscient d'être dépressif. Là aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais ça pourrait être le cas une autre fois. J'aimerais juste dire un mot sur les patients qui ont vécu des psychotraumatismes, puisqu'on sait, c'est assez bien établi, qu'on est plus à risque de développer des douleurs chroniques ou de chroniciser ces douleurs lorsque l'on a vécu un événement traumatique dans sa vie. Et la troisième hypothèse, c'est que la dépression et la douleur sont liées par des facteurs communs. On sait notamment que certains traits de personnalité, certaines personnes sont susceptibles de développer à la fois des signes de dépression et des douleurs. Et un des arguments qui permet d'étayer ces hypothèses aussi, c'est l'utilisation de certains antidépresseurs dans le traitement des douleurs chroniques. Alors, la deuxième conséquence possible des douleurs chroniques, c'est l'anxiété. Alors, je sais que ça avait été abordé dans le premier live. Je pense que ce petit schéma, vous l'avez déjà vu. Donc, la prévalence de l'anxiété dans la douleur chronique, elle se situe entre 25 et 35%. Donc, il y a des auteurs qui ont essayé d'établir des modèles pour expliquer les liens entre la douleur chronique et l'anxiété. Et le modèle le plus connu, c'est ce qu'on appelle le modèle peur-évitement. Donc, ce modèle, ce qu'il nous dit, c'est que lorsqu'on est confronté à une expérience douloureuse, si le niveau de peur est faible, on va de nouveau se reconfronter à la même expérience sans avoir spécialement peur d'avoir la même douleur. Par exemple, je sais pas, si je soulève un carton et que je me fais mal, si on n'a pas forcément peur que ça se reproduise, on va de nouveau soulever un carton et on va pouvoir continuer à fonctionner entre guillemets normalement. À l'inverse, si à la suite de cette expérience qui a suscité une douleur, on a des idées très négatives, ce qu'on appelle des pensées catastrophiques, à ce moment-là va se développer ce qu'on appelle une peur de la douleur, une algophobie, et une peur du mouvement, ce qu'on appelle la kinésiophobie. Et cette algophobie et cette kinésiophobie vont entraîner en fait un évitement des situations à risque, un évitement des situations qui pourraient de nouveau provoquer la douleur. Et contrairement à ce qu'on croit, le fait d'éviter de bouger, de faire des mouvements, des activités, va renforcer en fait les douleurs chroniques, d'où le cercle vicieux physique. Je sais qu'on en avait parlé, vous en aviez parlé la dernière fois, ou l'avant-dernière fois. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une corrélation positive entre le catastrophisme, donc c'est-à-dire la tendance à anticiper les choses de manière très anxieuse et très négative, et l'hypervigilance à la douleur. Donc, les personnes qui sont très, très, très anxieuses vont avoir tendance à être très vigilantes et à focaliser leur attention sur la moindre petite sensation désagréable en fait, du corps et à interpréter cette petite sensation comme une douleur. Et
cette hypervigilance va elle-même favoriser l'émergence ou le maintien des troubles anxio-dépressifs. Donc ça, c'est le cercle vicieux psychologique. Alors, une autre conséquence possible des douleurs chroniques, ce sont les addictions. Alors, je ne vais pas forcément m'attarder sur la terminologie, puisque je pense que sinon, je ne vais pas avoir le temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la prévalence de la dépendance et de l'abus médicamenteux chez les patients douloureux chroniques est estimée entre 10 et 20%. Donc, la dépendance, ça se définit par l'existence d'un syndrome de sevrage à l'arrêt brusque de la consommation de la substance. Enfin, après, je vais détailler les différentes substances possibles. Et l'abus, c'est la prise de dose supérieure à celle prescrite pour obtenir des effets psychoactifs majeurs. Alors, les différentes addictions qu'on peut retrouver chez les patients qui présentent des douleurs chroniques, c'est l'addiction au tabac, l'addiction à la nicotine. Ce que l'on sait, c'est que la prévalence de la dépendance au tabac est multipliée par 2 chez les patients douloureux chroniques. Donc, elle est estimée entre 35 et 65%. Ce que l'on sait également, c'est que le tabac est un facteur de risque de douleur chronique. Il a tendance à augmenter la perception de la douleur, notamment dans les pathologies que j'ai listées en dessous, les lombalgies, les rhumatismes articulaires, les céphalées, les douleurs bucco-dentaires, fibromyalgie et dysménorrhée. D'autres études ont montré un effet analgésiant de la nicotine. Donc, ce sont des auteurs qui ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc, ils ont regroupé des études. Et sur les 18 études, 10 ont montré que la nicotine pouvait avoir un effet analgésiant, ce qui, bien sûr, constitue un facteur de renforcement positif dans l'addiction au tabac. Alors, les rapports entre la douleur chronique et l'addiction à l'alcool, je n'ai pas trouvé de prévalence exacte, mais ce que l'on sait, c'est que dans les douleurs chroniques, on peut retrouver des consommations d'alcool assez fréquentes pour ses propriétés analgésiques. Une consommation modérée d'alcool serait plutôt associée à des effets positifs, notamment par une augmentation du seuil de perception de la douleur et une action sur l'intensité de la douleur perçue. En revanche, bien entendu, une consommation excessive est-elle, quant à elle, associée à des effets plutôt délétères, favoriser l'émergence ou l'aggravation de nombreuses affections douloureuses. Alors, l'addiction aux opioïdes. Donc, les opioïdes, pour rappel, je pense que vous le savez, ce sont des substances psychoactives qui produisent des effets analgésiques, mais euphorisants. Donc, les opioïdes, ils ont d'un côté un effet d'apaisement sur l'anxiété et la tension antérieure, mais de l'autre côté, il y a quand même un risque d'usage récréatif du fait de leur effet euphorisant. Circuit de la récompense, je pense que je ne vais pas spécialement en parler. Bref, bon, je vais résumer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les opioïdes, il ne faut pas passer à côté du fait qu'il y a un risque de mésusage, un risque d'abus, d'overdose. C'est un problème de santé publique aux États-Unis, notamment. En France, je ne sais pas. Beaucoup moins. Beaucoup moins, je pense. Mais en tout cas, aux États-Unis, c'est vraiment un problème de santé publique. Donc, ce qu'il est préconisé, en tout cas, c'est d'avoir recours à des outils de repérage du risque addictif aux opioïdes et bien sûr de suivre les recommandations sur l'utilisation des opioïdes forts dans la douleur chronique. Alors, la douleur chronique et l'addiction au cannabis. Alors, je me suis un peu posé des questions parce que les ouvrages sur lesquels je me suis basée, je pense, bien qu'ils soient récents, datent d'avant tous ces magasins qui ont légalisé, plus ou moins légalisé, c'est pas très clair au niveau de la loi, le CBD. Donc, on retrouve des traces, en tout cas, du premier usage médical du cannabis dans des écrits chinois qui datent de 2700 avant Jésus-Christ. Donc, le cannabis était utilisé pour traiter les douleurs, la malaria, les rhumatismes.
Donc, le cannabis, il est constitué de centaines de molécules qui sont dotées de propriétés spécifiques qu'on appelle les cannabinoïdes. Et parmi ces cannabinoïdes, les deux plus connus, ce sont le THC et le CBD. Donc, le THC, c'est ce qui produit des effets psychoactifs. Donc, c'est ce qui fait planer, en fait. Donc, c'est bien entendu totalement toxique et illégal. Le CBD n'a pas d'effet psychoactif. Il serait sans effet secondaire. Je n'ai pas trop envie de raconter de bêtises. Je ne sais pas si on a le recul nécessaire ou pas. Donc, je voudrais pas. Voilà, je préfère parler au conditionnel. Et il est légal sous sa forme liquide. Voilà, donc je pense que vous avez vu, si vous vous promenez un petit peu dans Paris, des boutiques qui proposent du CBD. Alors, les psychothérapies individuelles de la douleur chronique. Alors, juste le rôle du psychologue. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le ressenti de la douleur, il est très subjectif et il varie selon les individus. Une même douleur ne va pas être ressentie de la même manière selon les individus. Et ce que l'on sait, c'est que c'est souvent les facteurs psychologiques et socio-familiaux qui jouent sur ces différences interindividuelles plutôt que le problème médical. C'est pour cette raison qu'une équipe pluriprofessionnelle peut être amenée à proposer aux patients de rencontrer le psychologue. Ça ne signifie pas, quand on vous demande de voir un psychologue, et ça j'insiste là-dessus, que vous êtes fou ou que l'équipe ne prend pas votre douleur au sérieux. Absolument pas. Ça signifie juste qu'on pense qu'une prise en charge pluriprofessionnelle et une prise en compte de ces facteurs psychologiques et socio-familiaux va permettre de traiter le problème dans sa globalité. Donc, le psychologue, qu'est-ce qu'il fait avec les patients qui présentent des douleurs chroniques? Il l'évalue, c'est-à-dire qu'on identifie les facteurs psychologiques sociaux qui seraient éventuellement responsables du maintien du syndrome douloureux. Une fois qu'on a identifié ces facteurs, on informe le patient sur ses douleurs, les mécanismes, pour éviter également les interprétations erronées et anxiogènes, il peut y en avoir. Et ensuite, dans la mesure du possible, on propose une psychothérapie adaptée, une psychothérapie individuelle, familiale. Donc, parmi les psychothérapies adaptées pour la douleur chronique, donc je ne vais pas les développer, mais je vous les cite. On a l'hypnose, les thérapies comportementales et cognitives, la thérapie EMDR, tout ce qui est relaxation, cardio-biofeedback et techniques de méditation, les thérapies d'acceptation et d'engagement, les techniques de libération émotionnelle et l'auriculothérapie. Voilà. Donc ça, globalement, ce sont des thérapies qui ont prouvé leur validité scientifique dans le traitement de la douleur chronique. Moi, je vais juste vous parler un petit peu plus des TCC et de l'ACT. Ça ne veut pas dire que j'estime que c'est la meilleure thérapie. C'est juste moi, celle qui me parle le plus par rapport à mon orientation. D'accord? Mais je ne vous dis pas que c'est la meilleure. Donc, les TCC comprennent une thérapie comportementale qui va viser une réactivation physique pour réduire la kinésiophobie, on se souvient, la peur du mouvement, et les comportements d'évitement. Pour cela, on va pouvoir notamment utiliser ce qu'on appelle l'exposition graduée, c'est-à-dire qu'on va progressivement exposer les patients aux situations qui sont redoutées et évitées. Vous avez peut-être vu ça avec les kinés la dernière fois, je ne sais pas. La thérapie comportementale et cognitive, donc comme son nom l'indique, comprend également une thérapie cognitive. Donc la thérapie cognitive, en fait, on va s'intéresser à la perception qu'ont les patients des événements selon leur propre système de pensée et de croyances. Et ce qu'on peut observer, c'est que parfois, il y a des croyances qui sont nuisibles, négatives, comme la non-acceptation ou la dramatisation, donc, j'ai dit tout à l'heure, le catastrophisme. Donc, l'intervention du psychologue, il y a déjà une approche éducative qui permet d'informer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu redondant, le patient sur les mécanismes physiologiques et notamment psychologiques de sa maladie, et d'utiliser des outils de thérapie cognitive qui vont directement agir sur ses pensées dysfonctionnelles, ses cognitions négatives, en essayant de les modifier. Les distorsions cognitives les plus fréquentes, c'est par exemple la surgénéralisation, j'ai toujours mal, la pensée dichotomique, toutes les activités sont impossibles.
l'inférence arbitraire, j'ai été victime d'erreurs médicales, pensées négatives. Voilà. La règle du chauldisme. J'ai une patiente cet après-midi. Je ne devrais pas être comme ça. Je devrais être en parfaite santé. Voilà. Ça, c'est des pensées négatives et on peut essayer de travailler là-dessus. La thérapie d'acceptation et d'engagement, qu'on voit souvent sous le nom d'ACT, fait partie de ce qu'on appelle des TCC de troisième vague et vont davantage s'orienter, s'axer sur la gestion des émotions. Donc, il y a 3 axes principaux dans cette thérapie. Le premier axe, c'est l'ouverture à la douleur. Il faut... Alors, je ne dis pas que c'est facile à faire, hein, c'est l'idée, les grandes idées de la thérapie. Bien entendu que ce n'est pas facile à appliquer. C'est pour ça qu'on est là pour aider dans la progression. Donc, accepter la douleur plutôt que de lutter contre la douleur, sauf si, bien entendu, les stratégies mises en place sont efficaces. Hein, bien entendu, il ne s'agit pas de défaire ce qui est efficace. Et essayer, dans la mesure du possible, de prendre de la distance par rapport aux pensées positives, ce qu'on appelle la diffusion. On va essayer. Le deuxième axe, c'est l'engagement. Donc, l'idée, c'est de planifier, de surveiller les activités pour maintenir un niveau d'activité qui soit constant de jour en jour. Donc, ne pas trop en faire et ne pas assez en faire non plus. En tenant compte, et ça c'est important, des valeurs en fait, de chaque patient. Et la centration, c'est le recours à la pleine conscience pour favoriser le contact avec l'instant présent. Donc, je sais que vous avez une intervention que je n'ai pas eu la chance de regarder, mais je regarderai en replay, sur la méditation pleine conscience. Et la méditation pleine conscience est un outil qui est utilisé dans la thérapie d'acceptation et d'engagement. Voilà. Les traitements self-help, c'est quoi? Ce sont en fait des interventions psychosociales standardisées qui sont administrées via un livre, une plateforme web ou des applications. Donc, c'est-à-dire, en fait, ce sont des supports qui vous permettent de vous aider à appliquer les 3 axes dont je viens de parler si vous n'avez pas forcément la possibilité de consulter un psychologue qui est spécialisé dans ce type de thérapie. Parce que ce n'est pas forcément très simple à trouver. Je me dépêche. Les thérapies familiales. Donc, on sait que les douleurs chroniques ont des répercussions importantes sur la vie intime, la sphère familiale. Moi, j'ai des patients qui me disent qu'ils ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants comme ils voudraient, qu'ils ne peuvent pas assurer les tâches domestiques. Il y a des répercussions sur la vie sexuelle, sur les activités, sur l'emploi du temps, parce qu'il faut tenir compte des rendez-vous médicaux, des hospitalisations, le positionnement de la famille par rapport à tout ça. Alors, il peut être tout à fait adapté, hein. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais en tout cas, quand ça dysfonctionne, j'ai des patients qui me disent que soit la famille est totalement absente, soit au contraire, elle est trop envahissante. Et souvent, les ressentis, moi, des patients que je vois, c'est soit de la colère, l'impression de ne pas être compris par l'entourage, surtout lorsque le handicap est invisible. Voilà, quand le handicap est invisible. Et aussi des sentiments de culpabilité, d'inutilité. C'est ce qui revient le plus souvent. Peut-être que j'oublie, mais en tout cas, moi, c'est ce que je retiens le plus. Donc, le but des thérapies familiales, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est de recevoir la famille pour favoriser l'expression des sentiments et essayer de faire en sorte que chacun trouve sa place avec la maladie. Alors, où consulter? Alors, vous avez soit le psychologue hospitalier de proximité. Alors, je sais que j'ai une question là-dessus. Oui, il y a des psychologues à la Riboisière, mais ce sont des psychologues qui sont rattachés à des services. Voilà. Et nous ne pouvons malheureusement pas nous détacher, ou alors très exceptionnellement. Par exemple, ce soir. Par exemple, tu t'es détaché ce soir pour nous. Voilà, je me détache avec plaisir, mais ça peut effectivement rester peu ponctuel. Mais voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il faudra envisager de faire un courrier pour créer un poste, pourquoi pas. Il y a les structures spécialisées de douleurs chroniques, donc ce qu'on appelle les centres d'évaluation et de traitement de la douleur. Il y en a un à la Riboisière. Et après, il y a le cabinet privé. Donc, les structures spécialisées de la douleur chronique,
Donc, c'est accessible sur avis préalable du médecin. Et généralement, si je ne raconte pas de bêtises, c'est quand les douleurs ne sont pas soulagées par des antalgiques, par les traitements médicamenteux. À ce moment-là, on envisage une orientation vers une équipe pluriprofessionnelle. Alors, le cabinet privé, je n'ai pas de nom à vous donner. Je ne peux pas conseiller un collègue par rapport à un autre, déjà, d'un point de vue déontologique. Mais de toute façon, je ne connais pas spécialement de psychologue, moi, qui exerce en privé. J'ai que des collègues hospitaliers. Donc, moi, ce que je vous donne juste, c'est des outils, si vous en ressentez le besoin, pour consulter un psychologue. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a 2 choses importantes. C'est que le choix du psychologue ou du psychothérapeute, ça nécessite déjà d'avoir des informations précises sur ses compétences. Quelle formation a eu ce psychologue? Dans quoi il est spécialisé? Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le choix du type de psychothérapie, est-ce que vous allez faire une psychanalyse, des TCC, de l'hypnose, de la thérapie EMDR, dépend déjà, du problème à traiter. Donc, pour les douleurs chroniques, toutes celles que je vous ai citées, c'est efficace. Et 2, de la personnalité de chacun. C'est-à-dire que là, je vous ai présenté les TCC et l'ACT, mais si ça ne vous plaît pas et que vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez tout à fait tester autre chose. Donc, je vous ai mis quelques liens utiles que je renverrai à Clémence pour diffusion. Donc, en fait, ces liens, ce sont les liens vers les sites des associations, instituts de formation dans les différentes thérapies. Et dans chacun de ces sites, vous avez en fait un annuaire qui regroupe les psychothérapeutes agréés, voilà, donc qui ont bien reçu une formation. Ça peut vous aider au moins à vous assurer des compétences. Les ouvrages grand public, alors je vous en ai choisi 2. Le premier ouvrage, c'est plutôt un ouvrage qui explique les mécanismes physiologiques et psychologiques de la douleur. Ça reprend aussi les approches thérapeutiques et il y a pas mal d'illustrations. Voilà. Ça, c'est plutôt sur ma première partie, voilà, mécanisme, approche psychothérapeutique. Et ça aussi, je l'enverrai à Clémence. Et le deuxième ouvrage que j'ai choisi, c'est un ouvrage sur l'ACT et la méditation, qui comprend aussi des exercices qui sont facilement reproduisibles au quotidien. Génial. Voilà. Voilà, j'ai fini. Alors, Merci de votre je suis attention. désolée, je pique la parole à Clémence parce que j'ai une question à te poser, Marie-Laure, pour rebondir sur comment s'orienter. J'y connais rien, donc c'est une question peut-être complètement idiote, mais dans les centres médico-psychologiques qui ont l'avantage d'être sectorisés et accessibles à des tarifs souvent plus simples, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un psychologue en accès direct? Alors, en accès direct, je ne pense pas. Normalement, si je ne me trompe pas, je pense que c'est le cas pour tous les CMP, donc les centres médico-psychologiques, le patient voit d'abord une infirmière et en fonction des problématiques de l'évaluation initiale de l'infirmière, est orienté soit vers un psychiatre, soit vers un psychologue. D'accord. Voilà. Maintenant, j'ai lu cet après-midi que pour certains, il fallait un courrier du médecin. Donc, ça semble quand même un petit peu différent en fonction des CMP. C'est vrai que nous, on a cette chance, alors malheureusement, on a cette malchance en rhumato de ne pas avoir de psychologue dans le service. Mais en revanche, on a quand même une équipe de psychiatres de liaison qui passe faire les évaluations des personnes lorsqu'elles sont hospitalisées, qui nous aident et qui les orientent parfois vers ces CMP. Donc, ça leur donne des fois accès par ce biais-là à ces structures pour avoir une prise en charge accessible. C'est ça. Mais les délais sont souvent longs. Les délais sont souvent longs puisqu'effectivement, donc en CMP, la consultation est gratuite, entre guillemets gratuite, alors que je pense que le coût moyen d'un psychologue en libéral, je pense sur Paris, doit être d'environ 60 €. Et donc pour
faire un petit point sur l'actualité, puisque c'est vraiment l'actualité en ce moment. Il est question que les psychologues en libéral en fait, soient remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 22 € la consultation de 30 minutes. Voilà, maintenant, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, ce n'est pas que les psychologues ne veulent pas, ne veulent pas prendre en charge les patients. Moi, je peux en parler parce que je suis hospitalière. Donc, j'estime que je ne suis pas jugée partie, mais c'est compliqué. Et puis, limiter à 30 minutes les consultations, c'est compliqué aussi parce que certaines thérapies nécessitent de voir le patient 1 heure, voire plus d'1 heure. Voilà. Et moi, je fais rarement des consultations d'une demi-heure à l'hôpital. Voilà. Ça va être amené à évoluer. Donc, on espère dans le bon sens pour tout le monde et surtout pour les patients. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les psychologues sont en grève là en ce moment, Marie-Laure? C'est une des raisons, oui. Il y a eu plusieurs raisons, mais effectivement, c'était une des raisons de la grève de jeudi dernier. Voilà, parce que comme je vous l'ai expliqué au début, les psychologues ont différentes orientations. Et si je prends l'exemple de la thérapie EMDR, que je vais présenter aujourd'hui, la thérapie EMDR est assez bien adaptée aussi pour les douleurs chroniques et aussi dans les psychotraumatismes. Une thérapie EMDR, ça peut durer 1h30. Donc, le souci, c'est que si on borne la consultation à une demi-heure, 22 € la demi-heure, certains praticiens ne pourront plus en fait faire de l'EMDR avec leurs patients. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en grève en fait. Est-ce que je peux me permettre, Clémence, de poser une question? Merci déjà, Marie-Laure, pour pour cette présentation qui était très, très claire. J'ai l'impression, moi, pour ma part, qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas s'engager dans une thérapie avec un psychologue parce qu'ils ont l'impression que ça va être long. Voilà, je pense que tu connais un peu, c'est peut-être aussi nos croyances. Hein. Moi-même, j'ai cette croyance-là. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous dire déjà combien de temps ça prend environ, tu vois, au regard d'une maladie avec un rhumatisme inflammatoire chronique, par exemple? Et puis, comment sont évalués les progrès au cours du temps, dans le cadre des consultations? D'accord. Alors, merci pour cette question, c'est très intéressant. Effectivement, la représentation qu'on a d'un suivi psychologique, c'est quelque chose de très long, parce que souvent, la représentation qu'on a, c'est la psychologie d'orientation psychanalytique. Donc, c'est Freud, c'est le patient sur son divan qui s'engage pour une analyse de plusieurs années. Donc, ça peut être le cas. Si le patient en a l'envie et les moyens, il peut tout à fait s'engager dans une thérapie longue. Mais maintenant, il existe ce qu'on appelle les thérapies brèves. Donc, la thérapie EMDR, les TCC, l'ACT font partie des thérapies brèves. Et donc, comme leur nom l'indique, alors, je ne peux pas donner un chiffre. Là, j'ai une formation EMDR il n'y a pas longtemps, enfin, initiation. La psychologue nous a dit c'est 3 séances en moyenne. Ça peut être plus, mais en moyenne, c'est 3 séances. En 3 séances, on est censé avoir traité le problème. Ce sont des thérapies qui ont une validité scientifique, hein, qui sont vraiment validées sur un point de vue scientifique. Comment on évalue alors là, je ne vais pas forcément pouvoir répondre de manière très précise, parce que j'imagine que ça dépend du type de thérapie. En EMDR, en fait, on demande aux patients sur une échelle de 1 à 7 d'évaluer, par exemple, la charge émotionnelle qui est liée à son souvenir traumatique. Par exemple, un patient a vu, je ne vais pas dire un truc trop glauque, mais en même temps, bon, si, c'est un traumatisme. Le patient, imagine, a vu quelqu'un se faire écraser, il a cette image traumatique. Le psychologue va demander au début quelle est la charge émotionnelle que vous associez à cette image. On va être, par exemple, à 7 sur 7. Et au cours des entretiens, l'idée, c'est d'arriver, alors pas forcément à 0, mais au moins un 1 écologique, en fait. À partir du moment où on arrive à 1, on considère que c'est bon. Ça, c'est pour la thérapie EMDR. Après, je ne suis pas formée, je ne suis pas psychothérapeute, malheureusement. Donc, je ne pourrais pas dire exactement comment on évalue dans chaque thérapie.
Merci, Merci. Marie-Laure. Peut-être que Merci. Sophie avait des questions Oui, aussi. moi j'avais certaines questions. En fait, donc nous, par rapport au rhumatisme inflammatoire, c'est des problèmes aussi de motricité. Donc, un psychomotricien, fait-il partie des personnes qu'on peut consulter ou est-ce que ça n'a aucun rapport en fait le- Non, je ne pense pas que ça a aucun rapport. C'est vrai que les psychomotriciens, on ne les voit pas dans tous les services. Par exemple, en médecine interne, il n'y a pas de psychomotricien. Mais non, ça n'a pas aucun rapport parce que les kinésithérapeutes, c'est plus la motricité globale, alors que les psychomotriciens, ça va plus être la motricité fine. Donc, quand on a des problèmes de motricité fine, je pense que ça vaut tout à fait le coup de consulter un psychomotricien. D'accord. Alors, moi, j'avais eu une question par email. Qu'en est-il du lien entre le stress et les poussées dans la spondylarthrite? Je crois que le facteur stress a été très étudié dans le déclenchement de la polyarthrite, mais je ne sais pas ce qu'il en est pour la spondylarthrite et l'évolution de la maladie. Marie-Laure, Aline. Alors, j'ai une réponse partielle. J'ai cherché, j'ai fait mes devoirs. Alors, oui, il y a un lien entre le stress et les poussées dans la spondylarthrite ankylosante. De ce que j'ai pu lire, ça provoque une sorte de mise sous tension qui provoque une réponse du système immunitaire. Maintenant, pour le processus exact d'un point de vue physiologique, je ne saurais pas répondre à cette question. Mais il y a un lien en tout cas. Effectivement, c'est des processus très complexes, hein, mais on voit bien que notre système immunitaire, il est sensible à notre niveau de stress ou d'anxiété. Rien que, vous savez très bien, quand on est moins bien ou dans une période compliquée, paf, c'est le moment où on se met à attraper un rhume. Ou au contraire, c'est quand on vient de finir la période compliquée, qu'on se dit ça y est, je sors du truc et paf, on a le petit contre-coup avec le gros rhume. Bon, bah, ça, c'est pour tout le monde. Et donc, notre système immunitaire est vraiment, et il y a beaucoup d'études, hein. Alors je ne suis pas assez savante pour vous dire les mécanismes, effectivement, mais il y a beaucoup de choses qui confirment cet impact du stress psychologique sur notre système immunitaire et donc la survenue de poussées de rhumatisme inflammatoire ou d'autres maladies auto-immunes ou inflammatoires. J'avais une autre question aussi, c'était au niveau du secteur de l'hôpital. Vous savez en moyenne combien il y a de psychologues par service? Alors, par service, alors sur la Riboisière, on est une douzaine. Et sur la Riboisière Fernand Vidal, on doit être 27-28, je pense. À la Riboisière, là où il y a le plus de psychologues, c'est en neurologie. Ce sont des psychologues spécialisés en neuropsychologie. Il y en a 2 en gynéco. Il n'y a que moi pour toute la médecine interne, médecine infectieuse. Après, il y en a une en cardio, il y en a une au centre d'évaluation et de traitement de la douleur. D'accord. Et du coup, on peut faire appel directement à vous ou il faut qu'on passe par un médecin, enfin une recommandation en fait. Est-ce que on peut Doctolib, machin, ou est-ce qu'il Alors, en faut... fait, généralement, c'est là où ça se complique. C'est que on ne peut pas, nous, recevoir tout le monde. Donc, moi, je reçois en consultation, en plus des patients que je vois en hospitalisation traditionnelle. Moi, je fais déjà de l'hospitalisation traditionnelle, hôpital de semaine, hôpital de jour, et les consultations ambulatoires. Donc, généralement, ce sont les patients qui sont suivis par les internistes ou les infectiologues que je reçois, moi, en consultation ambulatoire. Je reçois généralement, en fait, des patients qui ont des problématiques en lien avec la pathologie pour laquelle ils sont pris en charge dans mon service. Voilà. Et donc, nous, malheureusement, en rhumato, on n'a pas de psychologues qui interviennent dans notre service ou qui soient attachés à notre service, ce qui nous complique la vie, hein. Ça fait un petit moment qu'on dit que ce serait bien de pouvoir créer un poste dans le service pour ça, parce qu'on a quand même beaucoup de personnes pour qui ça aurait une utilité. Ouais, totalement. Je ne sais pas si vous avez tenté de faire des courriers, enfin, courriers de patients, ça peut fonctionner pour documenter le fait qu'il y a une demande. Ouais, c'est sûr, c'est quelque chose à travailler. Après,
Voilà, c'est une idée qu'on a en tête depuis longtemps, mais sur laquelle il n'y a pas eu non plus une grosse activation, je pense, de toute l'équipe pour se mobiliser, hein, mais c'est quelque chose d'important et qu'il serait important de réactiver. Et encore juste une petite question. À quel moment on bascule du psychiatre au psychologue? Parce que du coup, le psychiatre, vu qu'il nous donne des médicaments, etc., donc on se dit, c'est un petit peu plus simple. Et en plus, il est remboursé. Enfin, voilà. Donc, à quel moment on part dans cette démarche-là et est-ce qu'on est orienté vers cette démarche-là? Alors, du coup, c'est plutôt l'inverse. Enfin, non, c'est pas forcément l'inverse, j'exagère. C'est soit on bascule du psychologue au psychiatre, soit on bascule du psychiatre au psychologue, ce qui est plus rare, mais souvent, c'est bien d'avoir les deux. Alors, le psychologue, comme on ne prescrit pas de traitement, nous, c'est une thérapie par l'écoute. Donc, les psychologues cliniciens, de base, ils écoutent. Ils font ce qu'on appelle de la psychothérapie de soutien. Donc, on écoute le patient, éventuellement, on peut le conseiller. Enfin, en tout cas, on l'accompagne dans sa réflexion pour aller mieux. Mais lorsqu'on sent qu'on va être bloqué et que la parole n'est pas suffisante, là, on va orienter vers le psychiatre. C'est-à-dire que si un patient, je prends l'exemple de la dépression, si un patient est un peu triste parce que le confinement, c'était difficile quand même, on ne pouvait rien faire et ça a été difficile et on a besoin d'en parler. Le psychologue est là. Et angoissant. Et angoissant. Le psychologue est là, on écoute, on soutient, on essaie d'être optimiste. Voilà. Si en revanche, moi, quand je reçois le patient, j'évalue ce que j'ai dit tout à l'heure, je fais une évaluation psychopathologique et je vois que je retrouve des critères diagnostiques qui entrent dans le cadre de ce qu'on appelle un épisode dépressif caractérisé. Là, souvent, je vais avoir besoin d'orienter vers le psychiatre qui là va prescrire un traitement parce que la dépression, la vraie dépression, ce qu'on appelle l'épisode dépressif majeur ou caractérisé, c'est une maladie. Il y a des modifications chimiques dans le cerveau, de neurotransmetteurs, des hypofonctionnements. Et là, il y a besoin en fait d'une molécule pour rééquilibrer en fait le fonctionnement du cerveau. L'écoute du psychologue ne suffira pas. Mais ça ne veut pas dire que pour le coup, le psychologue ne doit pas être là. Après, le psychiatre, il va aussi être utile pour les patients qui ont des pathologies qui sont plus graves, pour lesquels le psychologue peut difficilement agir. Des patients qui ont une schizophrénie, un trouble bipolaire, un trouble paranoïaque, qui sont très délirants. Là, le psychologue, il peut être utile, mais souvent, c'est plus du ressort du psychiatre. D'accord. Merci. Eh ben, encore une super présentation. Merci beaucoup Marie-Laure d'avoir pris le temps, en plus en n'étant pas tout à fait dans notre service, pour répondre à toutes ces questions de nos patients de rhumatologie de la Riboisière et d'ailleurs, parce qu'on a appris qu'il y avait aussi d'autres personnes qui nous suivaient et c'est toujours avec grand plaisir qu'on vous reçoit et on essaye de toujours de vous trouver des perles comme Marie-Laure qui nous présente tout ça et qui permet de mieux comprendre. Aline, tu voulais nous parler de certaines choses avant de finir ce live? Oui, alors je vais faire vraiment très vite parce qu'il est déjà tard. Deux petites choses. Vous l'ignorez probablement et tant mieux pour vous, mais il y a eu un congrès européen de rhumatologie la semaine dernière, il y a une dizaine de jours maintenant. Et je profite de ce congrès pour vous tenir au courant un peu des nouvelles sur vaccins Covid et rhumatisme inflammatoire. Plusieurs présentations ont porté sur la Covid et les rhumatismes. Et j'ai retenu deux études intéressantes. Une étude israélienne sur l'efficacité et la sécurité des vaccins chez les personnes présentant des rhumatismes inflammatoires. Vous savez qu'en Israël, ils ont vacciné tôt et massivement avec le vaccin Pfizer. Et donc, cette équipe de rhumatologues là-bas a eu l'idée de suivre un petit peu ce qui se passait. Donc, ils ont regardé 686 personnes atteintes de rhumatisme. Ils les ont comparées à 121 personnes qui n'avaient pas de rhumatisme et pas de maladie particulière. Et ils ont regardé s'ils répondaient bien au vaccin, si le vaccin marchait bien dans ces deux populations et si le vaccin était bien supporté.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? En fait, pour savoir si le vaccin marche, ils ont dosé les anticorps antiprotéines Spike, la fameuse protéine qui est à la surface du virus, 2 à 6 semaines après la deuxième dose de vaccin. La réponse vaccinale sur ce dosage des anticorps est un petit peu moins bonne d'une manière générale chez les patients avec un rhumatisme, mais en fait, le taux de réponse est quand même excellent puisqu'on a 86% de personnes qui ont des anticorps à taux significatif lorsqu'elles sont atteintes de rhumatisme, 100% pour les 120 personnes en bonne santé, donc c'est quand même un petit peu altéré, avec un taux d'anticorps moyen qui est un peu plus faible aussi. Et les facteurs qui semblent avoir un effet négatif sur ces anticorps, c'est l'âge. Plus on est âgé, plus le taux est bas. Parmi les rhumatismes, la polyarthrite rhumatoïde semble affecter un petit peu plus la qualité de la réponse. Et puis sinon, les maladies inflammatoires chroniques les plus sévères, ce qu'on appelle les vascularites. Et puis dans les traitements, finalement, c'est surtout la corticothérapie. Alors, ils ne détaillent pas la dose qui a un impact. Je pense que c'est vraiment un effet dose, parce que dans d'autres travaux, on nous disait c'est surtout quand on est à plus de 10 mg par jour que ça joue un rôle néfaste. Et surtout un traitement de fond qui s'appelle le rituximab, qui se fait en perfusion intraveineuse tous les 6 mois en hôpital de jour, qui lui altère vraiment considérablement la qualité de la réponse au vaccin. Et c'est la raison pour laquelle on a tendance à essayer plutôt de faire ce vaccin avant de faire un retraitement par rituximab, comme le traitement est bien espacé. Et pour la tolérance, ils ont en particulier, enfin, ils ont regardé toutes les tolérances, il n'y avait pas de signe particulier, mais ils ont regardé aussi si le vaccin pouvait provoquer des crises de la maladie. Et la réponse est que c'est rare, que la plupart du temps, la maladie inflammatoire chronique reste stable dans la période suivant le vaccin. Et puis, une deuxième info, toujours sur la même question de la tolérance du vaccin. Il y a eu un registre qui a été fait au niveau européen, 28 pays, majoritairement des réponses de France et d'Italie, sur ce qui s'est passé chez les gens qui ont été vaccinés contre le Covid. Des petites informations, hein, c'est très concis, c'est un questionnaire très court, mais ça donne déjà pas mal d'infos. Donc, c'est tous les rhumatologues d'Europe qui sont amenés à rentrer des données sur les patients qu'ils ont pu rencontrer et à qui ils ont pu poser la question. 91% de patients du registre atteints de rhumatisme et tous les autres suivis en rhumato, mais pour autre chose. Et on a 1519 patients qui ont été analysés lorsqu'ils ont regardé la base de données fin avril. La plupart des patients étaient sous méthotrexate ou sous autres traitements de fond classiques, et puis un peu plus d'un tiers sous biothérapie. Et la majorité a reçu vaccin Pfizer, et puis quelques-uns AstraZeneca ou Moderna. Et la majorité, les 2 tiers, avaient reçu déjà 2 doses au moment de l'analyse. Alors, il y a eu 18 cas sur les 1500 de personnes qui ont fait une maladie Covid après la vaccination, mais le plus souvent, c'était peu après le vaccin. Donc, on peut imaginer que c'était pendant des périodes où l'immunité n'avait pas eu le temps de se construire. 5% des gens ont fait une poussée de leur rhumatisme après le vaccin, mais les poussées sévères, ça a été seulement 1%, 17 personnes, et en moyenne 5 jours après. Et en ce qui concerne les autres effets indésirables, la plupart des gens ont eu des effets dits typiques dans les 7 jours suivants, mal au point d'injection, fatigue, maux de tête. Et il y a quand même 2 cas de réaction post-vaccinale potentiellement induite par le vaccin sévère. Une personne qui a fait une vascularite qui s'appelle la maladie de Horton, mais qui a été diagnostiquée et facilement guérie, et qui est une maladie qui semble pouvoir être aussi induite par l'infection Covid en elle-même. Donc finalement, voilà, c'était de toute façon quelque chose qui aurait pu survenir. Et l'autre personne, c'est un petit peu plus préoccupant. Elle avait apparemment une maladie auto-immune sévère, et elle a eu une paralysie partielle d'une moitié du corps qui n'a pas complètement régressé a priori aux dernières nouvelles. Voilà, donc des choses quand même à surveiller, mais dans l'ensemble, on a finalement un profil de sécurité de ce vaccin qui semble à peu près similaire à celui de la population générale, et surtout une réponse au vaccin qui a l'air tout de même correcte, même si un petit peu altérée, en particulier par certains traitements. Et puis, une petite actualité que je voulais absolument partager avec vous. Je vous mets un petit
une petite diapo. Vous avez peut-être entendu parler de cette initiative de l'association qui s'appelle Notre Hôpital, c'est vous, qui souhaite faire un référendum d'initiative partagée pour l'hôpital public. Donc l'idée, c'est un peu comme le référendum d'initiative partagée qu'il y avait eu pour Aéroport de Paris, c'est de pouvoir amener nos parlementaires et nos textes de loi à prendre en considération le rôle spécifique de l'hôpital public. Vous voyez, 5 grands principes: garantir l'égalité d'accès aux soins, suffisamment de soignants, définir le nombre de lits en fonction des besoins, revoir le financement de l'hôpital, là aussi, pour être en adéquation avec le besoin de notre système de santé, et instaurer la démocratie sanitaire avec le rôle important des usagers, des citoyens finalement, puisqu'on est tous potentiellement usagers de l'hôpital, et du personnel et pas uniquement des médecins dans les prises de décision de l'hôpital. Donc c'est un projet qui est, enfin vous verrez, c'est très beau, je trouve, c'est une belle idée. C'est pas partisan, c'est pas de gauche, c'est pas de droite, c'est quelque chose pour défendre un service public qui, sur l'année passée, nous a prouvé son importance dans notre pays. Et donc, si c'est quelque chose à quoi vous êtes sensible, je vous conseille d'aller voir le site notrehôpital.org et de remplir votre promesse de signature. Et ça donnera, s'il y a beaucoup de promesses de signature des citoyens, nos parlementaires ils vont être un petit peu plus motivés pour soutenir ce texte et qu'ils puissent être véritablement présentés ensuite au Conseil constitutionnel pour que le référendum ait véritablement lieu. Voilà ce que je voulais absolument vous dire. Merci. Aline, on a juste une question par rapport à la 3e dose. Alors, la 3e dose de vaccin, oui. Pour l'instant, n'est recommandée justement que pour les personnes qui prennent ce fameux rituximab qui altère vraiment considérablement la réponse vaccinale. Et pour les personnes qui ont d'autres traitements ou pour lesquels il y aurait d'autres critères de fragilité où on se dit qu'on aimerait vraiment être sûr qu'ils ont une bonne réponse et qu'elles pourraient potentiellement avoir été altérées, on peut faire un dosage de cette fameuse immunité anticorps-antiprotéine S. Et si on voit que le taux d'anticorps est trop faible, à ce moment-là, faire une 3e dose. Mais il n'y a pas de recommandation pour faire systématiquement une 3e dose quand on est sous anti-TNF, sous méthotrexate ou sous autres traitements immunomodulateurs classiques. Pour l'instant, c'est uniquement avec le rituximab, les anti-CD20, qu'il est recommandé. Et ça va dépendre en fait du moment par rapport à la perfusion du traitement. Et on a également un témoignage. Si on ne prend plus de corticothérapie, on peut se faire vacciner. J'y vais demain et arrêt de la cortico depuis plus d'1 mois. Oui, on peut se faire vacciner et on peut aussi d'ailleurs se faire vacciner sous corticoïdes. Si on a besoin des corticoïdes, il vaut mieux se faire vacciner et avoir une réponse vaccinale un peu altérée que de ne pas se faire vacciner du tout. Tout n'est pas blanc ou noir dans la vaccination et probablement qu'une protection partielle vous protège déjà du risque de forme grave. Peut-être ça ne va pas vous protéger à 100%, mais ça va peut-être limiter le risque quand même d'avoir une forme grave si vous contractez le Covid. Alors, est-ce qu'on a encore une minute pour quelques questions? Est-ce gênant de faire le vaccin le même jour que l'injection de biothérapie? Non, ce n'est pas gênant. Et combien d'anticorps faut-il avoir pour être immunisé? Alors ça va dépendre des kits, etc. Donc, il y a des recommandations qui sont un petit peu hasardeuses pour le moment. J'ai lu, enfin voilà, certaines recommandations disent un taux de 100, mais il faut revérifier avec son médecin parce que ça doit dépendre des kits d'analyse. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et ces précisions. Eh bien, c'est la trêve estivale. On va vous souhaiter un bel été ensoleillé. Protégez-vous, prenez soin de vous et on se retrouve à la rentrée, normalement avec une assistante sociale. Donc, et puis, on est en train de vous préparer, toute l'équipe de TP, d'éducation thérapeutique, et les prochains intervenants. Donc, j'espère que ça vous plaira pour cette fin d'année. Et puis pour 2022, je pense qu'on vous reproposera le sondage comme on avait fait l'année dernière pour préparer les thématiques 2022, puisque vous êtes toujours aussi nombreux. On était 23 participants aujourd'hui. Donc, c'est super. Et le replay est également très suivi. Donc, on vous remercie pour tout. Et puis, à bientôt.